du centre-ville? On a des hôtels juste à côté du Mythe. Oui, il C'est vaut, très excentré, donc il vaut nous, mieux, on hein, a parce pris, que ouais, ouais, c'est excentré, mais c'est aussi très embouteillé le matin. oui, Parce ouais, que ouais, bah, c'est le secteur d'Airbus ouais, Bah oui. oui, il y a l'aéroport juste à côté aussi. et il y a Ouais. l'aéroport. Ouais. Ouais. Non, je crois qu'on a pris un hôtel près de la gare, je crois. Près de la Ah, gare. Ah, là, Écoutez, je sais pas, on vient une quinzaine, je crois, mais bon, ouais. ah oui. c'est là. Je sais pas, ils ont pris un hôtel. J'ai vu Vous ça dans pouvez, une vous petite pourriez y note. aller en tram. Il y a un Oui, voilà, tram il y a le qui Oui, va. tram. on peut y aller en tram, c'est ça, hein, je crois. Hmm. Ouais. Oui, il est assez long, mais on peut y aller. Voilà, c'est long, mais de toute manière, ça sera probablement moins long que les embouteillages. Donc, Voilà. Ouais. Bon, écoutez, je vois personne arriver. Je pense on va oui. démarrer tout doucement. Euh, Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est très heureux avec Monsieur Ducommun et avec GRDF de lancer ce troisième webinaire qui sera présidé par Monsieur Tranchevent. Euh, Juste avant de vous laisser la parole, monsieur, quelques modalités pratiques. Donc, on est là jusqu'à 11h30 ensemble. N'hésitez pas à poser des questions dans la conversation ou alors en allumant votre micro. Je vous inviterai juste à lever votre main via l'application. Il y a un petit bouton sur le haut pour pouvoir vous annoncer. Euh, et voilà. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter et moi j'enverrai des ressources pendant la. J'ai déjà envoyé, vous pouvez retrouver sur la conversation la présentation du premier webinaire. Alors je crois je vois qu'elle est plus là, donc je la renverrai, mais voilà, je vais aussi envoyer le lien du dernier webinaire pour pouvoir le visionner si vous le souhaitez. Et de toute façon, à la fin des échanges, je vous enverrai moi par mail un résumé avec la présentation, avec l'enregistrement qui de toute façon sera mis en ligne. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et tous et je vous passe la parole, monsieur Tranchement. Oui, merci Mathieu. Peut-être faire un petit tour avant chacun là, hein, que chacun puisse se présenter, de savoir de quel territoire d'où il nous parle. Ben, je vais commencer. Donc Pierrick Tranchevent, je suis vice-président à l'économie à Mayenne Communauté, qui est dans l'ouest, aux portes de la Bretagne, de la Normandie. Et puis je suis également aussi chargé de la transition énergétique à Territoire d'énergie Mayenne. Voilà. Je vous laisse vous présenter. Bon, ben, Laurent Ducommun, je travaille chez GRDF, je suis animateur territorial national et je suis en charge du partenariat avec Intercommunalité de France. Pour continuer le tour, GRDF, Julien Mauresmo, je suis à la direction Nouveau Gaz au siège de GRDF et je suis coordinateur national des projets hydrogène et CO2. Pour continuer, Mathieu Chagnolot, je travaille aussi à la direction hydrogène nouveau gaz de GRDF et je suis en charge du suivi des projets de nouvelles productions de gaz vert. Alors, Je suis Marie-Hélène Gouffran, je suis vice-présidente à la communauté de communes des 4B Sud-Charente. Donc, c'est une petite communauté de communes. Et je suis en charge de la transition écologique. Et nous, on aurait éventuellement un projet de méthanisation sur le territoire. Avec quelques interrogations sur le zonage, et puis on est preneur d'expérience, en particulier sur l'acceptabilité des projets. Mhm. Donc Stéphane Lecoron, chargé de mission énergie à Pontivy Communauté, donc un territoire où la méthanisation et le gaz sont déjà très présents. Bien oui. présent. Marc Pellet, je suis chef du service environnement dans le nord de la France, comité de communes du Pays Noyonnais. Je vois qu'on a deux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Bonjour à vous. On est en train de faire un tour des présentations, donc n'hésitez pas à allumer votre micro et dire d'où vous venez et qui vous êtes. Voilà, merci.
Ah, Les micros ne sont pas allumés. les micros ne sont pas allumés, sinon on va commencer, puis vous vous présenterez au fur et à mesure des questions. C'est important d'avoir, bon, on est plutôt sur les Charentes, l'Ouest, territoire agricole, où la question de la méthanisation est évidemment une question Mm. très très présente. Euh, je vais commencer un petit mot de bienvenue. D'abord, excusez Jean Réveraud, qui est retenu par d'autres occupations. Remercier GRDF pour cette troisième édition. Moi, je redis combien, au-delà des objectifs comme ça, de multiplier la production de gaz vert par 5, combien le partenariat avec GRDF, il est fondamental, parce que, comme vous le disiez, madame, tout à l'heure, l'acculturation, la compréhension de quoi on parle, elle est nécessaire. Et donc, on a parfois, lorsqu'on ne comprend pas les choses, on les interprète. Et les interprétations sont toujours fausses, et ce qui rend forcément l'acceptabilité toujours un peu difficile. On est passé par ces phénomènes-là, et aujourd'hui, ces techniques n'arrêtent pas d'évoluer. On va parler de choses aujourd'hui un peu plus complexes, moins connues, et qui évidemment nécessitent qu'on sache précisément de quoi on parle, de quoi il s'agit, et pour pouvoir à la fois le transmettre à nos collègues, pour avoir aussi l'accessibilité à ce webinaire lorsqu'on le souhaite, et puis parler à nos concitoyens surtout de choses plus justes. Voilà. Donc cette nécessité d'acculturation nécessite qu'on soit précis sur les mots, et nécessite qu'on ait des spécialistes, et je remercie vraiment GRDF de ce compagnonnage, j'allais dire, extrêmement fécond depuis un certain temps, et c'est un compagnonnage que je vérifie moi aussi sur le terrain, où on a travaillé de manière extrêmement proche sur toutes les questions qui touchent à la méthanisation et au gaz vert, et c'est ça qui nous a permis de les faire avancer avec succès. Voilà. On voit bien que cette question-là, elle n'est pas terminée, puisqu'elle est renforcée par les crises. On a un peu l'impression d'ailleurs qu'on est en crise perpétuelle, mais les crises font partie de l'évolution des systèmes. Et bien sûr que les différentes crises et le conflit ukrainien, mais aussi les nouvelles politiques américaines, nous invitent en permanence à revisiter la question de l'énergie, et donc la question de la production de gaz vert, la production d'électricité, et toutes ces questions qui sont au cœur de notre pays, et qui permettent aussi de rééquilibrer, soit dit en passant, la balance commerciale de manière non négligeable, et qui permet aussi de faire des boucles locales et des boucles de consommation locale tout à fait pertinentes et vertueuses. Voilà. Donc, je laisse la parole pour cette présentation que vous allez nous faire. Je répète ce que disait Mathieu, c'est que il n'y a pas de question idiote. Il faut vraiment, si on n'a pas compris quelque chose, eh bien, écoutez, vous levez la main. On essaye de ne pas se parler en même temps, par contre, ça c'est un peu plus compliqué, en visio, et on se donne 3/4 d'heure de présentation, c'est ça Mathieu, à peu près, et puis ensuite on aura des petites questions, et je vous ferai aussi quelques propositions si vous vouliez qu'on évolue vers autre chose. Voilà. Donc écoutez, Monsieur Ducomin, à vous trois, là, je vous laisse la main, et je vous remercie encore. Merci, Monsieur Tranchevant. Pendant que mes collègues chargent la présentation et la mettent en partage, je rappellerai que cette présentation va achever un cycle de 3 webinaires. Le premier, c'était sur les réseaux gaziers, et donc d'où vient le gaz, comment il fonctionne, comment il est transporté, comment il est acheminé jusqu'au consommateur final, et comment il a évolué surtout dans le temps. Le deuxième, c'était sur la méthanisation, donc la troisième révolution gazière, la transformation du gaz fossile en gaz renouvelable, et comme vous le disiez, Monsieur Tranchement, produit sur les territoires et consommé sur les territoires, donc en boucle locale. Et cette session a pour but de nous projeter un peu dans le futur maintenant, puisque même si ça existe déjà, ce sont les gaz de demain.
Et donc, au-delà de la méthanisation, quelles sont les nouvelles technologies qui vont permettre de produire du gaz et quel type de gaz également on peut être amené à utiliser au-delà du méthane, puisque c'est quand même le méthane qui était notre objet principal. Demain, ça sera plus seulement le méthane, on va parler d'hydrogène, on va parler de CO2. Et donc, par rapport à ce que disait M. Tranchevant, moi, je vais regarder très précisément les questions que vous pouvez mettre dans la conversation si vous voulez vous exprimer. Et si c'est une question plutôt de compréhension, bah, à ce moment-là, je me permettrai d'arrêter mes collègues pour qu'ils puissent répondre tout de suite. Si c'est une question plus de globale, à ce moment-là, on verra si on peut attendre la fin d'un chapitre. Et puis, ben, n'hésitez pas aussi à lever la main, il n'y a aucun souci. On est en petit comité, donc il faut que ce soit le plus interactif possible. Mathieu et Julien, à vous la main. Super. Merci Laurent. Bonjour à nouveau à tous et à toutes. Donc vous le savez, GRDF se mobilise au quotidien pour favoriser l'injection de biométhane et l'arrivée aussi de nouvelles filières de production de gaz vert. Et on accompagne également la structure de la chaîne des acteurs pour aider à l'émergence de ces nouveaux gaz. Dans son projet d'entreprise, GRDF s'intéresse donc à la multiplication finalement de la production de gaz vert dans les territoires et se donne avec la filière gaz des objectifs forts d'ici 2030 avec une multiplication par 5 de la production de l'ensemble de ces gaz verts. Alors cette multiplication par 5, elle passe par différentes voies. Elle passe bien sûr par la voie de la méthanisation, le biométhane que vous connaissez, avec aujourd'hui à peu près 785 sites déjà qui injectent dans les réseaux gaziers, qui permettent une production de plus de 14 TWh annuels et qui sera donc multipliée déjà, celle-ci, d'ici 2030 pour atteindre environ 50 TWh. Mais cette multiplication par 5 se fera également avec la complémentarité d'autres filières, que sont notamment les technologies pyrogazéification, de gazéification hydrothermale et de power to gas ou méthanation, qui pèseront, comme vous le voyez sur ce schéma, pour environ 10 TWh sur les 60 à horizon 2030. Donc ça, ce sera un point d'étape à horizon 2030 pour avoir environ dans nos réseaux 20% de gaz vert qui transite pour alimenter l'ensemble des clients raccordés et viser à horizon 2050, on le rappelle, les 100% de gaz vert. Donc ça, c'est vraiment notre mission décarbonation. C'est un des piliers de notre mission décarbonation, de notre projet d'entreprise qui a été mis à jour l'an dernier chez GRDF. On va vous faire une présentation du coup de ces nouvelles filières de production de gaz vert et de l'arrivée des nouveaux gaz que sont l'hydrogène et le CO2 en 2 temps. Mathieu, à qui je vais laisser la parole, va s'attarder sur ces premières technologies que sont la pyrogazéification, gazéification hydrothermale et méthanation. Et je prendrai ensuite la main pour vous présenter les sujets autour de l'hydrogène et du CO2. Merci Julien. Alors effectivement, pour la pyrogazéification, je vais vous présenter rapidement le procédé et en fait quels sont les enjeux qui sont liés à cette technologie. C'est une technologie de production de gaz vert qui peut être injectable dans les réseaux. Et qui traite en fait des déchets qui sont, on va dire, solides, donc de la biomasse sèche, des déchets de bois ou encore des combustibles solides de récupération, des CSR. C'est une technologie qui est composée en fait d'un four qui ne va pas brûler les intrants, mais qui va les chauffer à haute température et ce qui va permettre en fait de les dégrader, de réduire ces intrants, de les transformer en gaz d'une part, et de l'autre part en solide qu'on appelle du biochar, qui va pouvoir être utilisé en agriculture par exemple ou pour d'autres usages. Alors, cette technologie, c'est une technologie qui est une alternative à d'autres solutions de traitement qui sont plus classiques et plus impactantes au niveau de l'environnement, comme l'incinération et l'enfouissement. Et donc, qui possède en fait un bon rendement énergétique qui permet donc de respecter en fait tous les critères sur la durabilité des bioénergies, notamment pour ceux qui connaissent les critères RED 2.
Il n'y a pas d'émission de polluants atmosphériques sur cette technologie, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de combustion, on ne va pas brûler les intrants, on va simplement les chauffer. Et donc, la qualité de l'air est préservée, ce qui permet de limiter l'impact environnemental de cette solution. On a donc 5 fois moins de gaz à effet de serre produits par rapport à du gaz naturel. Et c'est des projets en fait qui vont être assez... on appelle ça des projets de nature territoriale. C'est des projets qui sont assez petits finalement, qui vont traiter 15 à 20 000 tonnes de déchets par an, ce qui va pouvoir produire en fait pas mal d'énergie. Et donc un débit dans le jargon gazier, 600 nanomètres cubeurs voilà, instantané. En termes de perspective de coût, les premiers projets forcément seront un peu plus coûteux que ceux qui suivront, mais on a une perspective de coût qui est assez raisonnable finalement, entre 80 et 120 euros par mégawattheure du gaz produit. Et donc, ce qui permet à cette solution finalement voilà, de donner un certain nombre d'avantages et de permettre une alternative aux solutions de traitement classiques pour ces déchets qui n'en possèdent pas. Alors, si on zoome un petit peu plus sur les intrants sur la slide suivante, en fait, on a le bois énergie, les cultures lignocellulosiques, le bois hors forêt, les déchets de bois et les combustibles solides de récupération. Alors, sans passer dans les détails sur chacun de ces intrants, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le potentiel primaire qui a été identifié par l'ADEME à l'horizon 2050 suffit largement pour la production qui est considérée, donc déjà pour notre objectif en 2030, et ensuite pour l'objectif en 2050 d'obtenir 100% de gaz vert dans les réseaux. Et donc, ce qui prouve que cette technologie de pyrogasification pourra réellement compléter le mix gazier décarboné par ces intrants qui sont plutôt des intrants voilà, solides. Sur la slide suivante, on peut voir finalement quelques initiatives qui sont déployées en région avec soit des études actuelles, soit des unités de démonstration. C'est-à-dire c'est des pyrogasifieurs qui produisent par exemple un syngas, un gaz qui pour l'instant n'est pas encore conforme aux exigences du réseau, mais qui en fait travaille pour lever les verrous techniques pour pouvoir le rendre conforme. Et enfin, le développement de projets plus d'envergure, et donc qui nécessite des études et ensuite le lancement du projet, la construction de cette industrie. On peut notamment citer voilà, plusieurs initiatives, comme l'initiative Sharwood à Colpo, et donc qui en fait possède un démonstrateur qui produit aujourd'hui du gaz qui n'est pas injecté dans les réseaux mais qui est introduit dans un moteur de cogénération pour produire de la chaleur et de l'électricité. Et le but à terme de Sharwood, c'est de pouvoir rendre conforme ce gaz et donc l'injecter dans les réseaux de gaz pour pouvoir décarboner les réseaux. On a aussi des plateformes de test comme le LERMAB à Épinal, et donc qui permet finalement de lever des verrous techniques, de tester différents intrants solides et de pouvoir confirmer les faisabilités techniques, ce qui permet ensuite à des projets plus d'envergure, comme le projet à Istres, Green Gas Provence, de pouvoir se faire et de pouvoir voilà, aboutir à une unité de pyrogasification. Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, il n'y a pas d'unité de pyrogasification en fonctionnement en injection dans les réseaux, mais plusieurs initiatives émergent, comme le montre cette carte, et qui sont soutenues. Et donc, notamment, nous avons lancé un appel à projet en juillet pour pouvoir permettre l'injection du gaz qui est issu de ces différents démonstrateurs dans les réseaux. Voilà, concernant la pyrogasification. Concernant la gasification hydrothermale, c'est une autre méthode de traitement de déchets qui, donc là où la pyrogasification se focalisait sur des intrants qui étaient solides, comme du bois, par exemple des déchets de bois, des CSR, la gasification hydrothermale, elle, se concentre sur des intrants qui sont plutôt liquides ou qui comportent une grande quantité d'eau, comme par exemple les boues de stations d'épuration.
et donc qui permettent en fait finalement une conversion assez rapide de l'intrant qui va le transformer du coup en gaz, qui va pouvoir être injectable dans les réseaux, mais aussi avec un certain nombre de coproduits qui vont être valorisables et qui vont servir l'économie circulaire dans les territoires, notamment la production de sel. En fait, c'est des sels minéraux qui vont pouvoir être utilisés en engrais ou encore la production d'eau azotée qui va pouvoir être utilisable en irrigation et donc qui servent voilà, au service de cette économie circulaire. Pour vous expliquer très rapidement en fait, le principe de cette technologie, en fait, on va introduire un intrant dans un réacteur. Là, il ne va pas y avoir du tout non plus de combustion. On va juste chauffer ce réacteur et le mettre sous pression, un peu sur le principe d'une cocotte minute finalement. Et c'est ça qui va pouvoir nous permettre de produire du gaz, des sels et de l'eau, tous trois valorisables. Ce qui est assez intéressant sur cette technologie, c'était que comme en fait on la met à haute pression, haute température, elle nous permet d'éliminer un certain nombre de polluants qui est initialement inclus dans ces intrants, comme par exemple les microplastiques ou encore les bactéries, les virus ou les pathogènes. Et donc, ce qui permet finalement d'adresser un certain nombre d'enjeux sur ces intrants liquides. Et enfin, sur la valorisation économique, comme je l'ai dit, donc on a la production de ces coproduits, mais aussi on a des coûts évités, parce que cette technologie vient aussi en substitution aux technologies de traitement classiques, que sont l'enfouissement et l'incinération de ces déchets spécifiques. Et donc, si on zoome un petit peu sur ces déchets spécifiques sur la slide suivante, en fait, on a à la fois, comme je disais, les boues de stations d'épuration, euh, notamment dans les zones où l'épandage est contraint, ou encore qui ne possèdent pas assez de surface agricole pour pouvoir épandre des boues. On a aussi les digestats non épandables issus de la méthanisation, donc exactement dans les mêmes zones. Hein, donc en fait, la gasification hydrothermale n'est pas en concurrence de la méthanisation. Mais aussi, on a un certain nombre d'autres intrants qui sont par exemple les boues et les graisses d'industriels, de la chimie par exemple, ou de la pharmaceutique, qui en fait sont très complexes à traiter. Et donc, du fait de cette technologie qui met à haute pression, haute température, permet de détériorer et permet finalement de traiter de manière respectueuse de l'environnement. On a aussi les sédiments de dragage qui en fait se composent d'un certain nombre d'éléments organiques qui vont sédimenter dans les sols qu'on va pouvoir exploiter, mais aussi d'autres intrants comme les liqueurs noires ou encore les résidus liquides voilà, de l'industrie agroalimentaire. Et donc pareil en fait que la pyrogasification, en fait le potentiel qui est identifié sur chacun de ces intrants est supérieur au potentiel que nous considérons, nous, à horizon 2050, ce qui montre que cette technologie peut décarboner voilà, avec une certaine intensité les réseaux de gaz. On a un certain nombre aussi d'initiatives dans les régions. On sait que cette technologie est un petit peu moins mature, donc vous verrez un peu moins d'initiatives avec moins de démonstrateurs. Mais vous avez peut-être suivi assez récemment l'annonce d'un démonstrateur de gasification hydrothermale par Suez en Gironde, ou encore un démonstrateur de gasification hydrothermale porté par le CEA à Grenoble, pour lequel nous sommes partenaires et qui nous permet finalement de lever les verrous techniques et de permettre l'injection, de permettre lever les verrous techniques pour aboutir à l'injection dans les réseaux de gaz. On a quelques projets d'envergure portés par des industriels, notamment dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, avec l'association Picto, ou encore quelques études d'opportunités, notamment Lavoisier, Granville, qui finalement identifie un gisement avec des boues de stations d'épuration et une faisabilité technique pour le traitement de ces boues par gasification hydrothermale. Voilà. Et enfin, sur la dernière technologie, alors, pardon, oui, effectivement, il y a quelques initiatives aussi en Europe. Et ce qui est très important de mentionner, c'est que cette technologie possède une référence, notamment dans les Pays-Bas, avec l'entreprise SCW System qui, par gasification hydrothermale, injecte du gaz dans les réseaux. Donc en France, effectivement, on n'a pas encore de démonstrateur ou de projet qui injecte dans les réseaux, mais aux Pays-Bas, on en a un avec une grande capacité et une assez grande puissance qui était une première mondiale.
Et donc, on discute avec chacun de ces acteurs pour essayer soit de les faire venir en France, soit de bénéficier de leur expertise technique pour permettre l'injection de ce gaz issu de gazification hydrothermale dans les réseaux. Mathieu, Oui, même s'ils n'injectent pas dans les réseaux, est-ce que ce qui fonctionne, les démonstrateurs qui fonctionnent, est-ce qu'il y en a un qui est visitable? oui. Alors, le démonstrateur du CEA à Grenoble de gazification hydrothermale est visitable. On peut tout à fait organiser ça. Pour l'instant, Suez ne fait pas encore visiter son installation parce que, voilà, pour des questions de secret industriel. Confidentialité. Voilà. Et par contre, il y a aussi à l'étranger le démonstrateur de KD en Espagne qui est visitable et qui traite des bouts de stations d'épuration, donc qui est beaucoup plus grand que celui du CEA et pour lequel nous pouvons totalement organiser des visites. D'accord, merci. Bon, et Colpo, effectivement, c'est dans le Morbihan. Donc, c'est pas dans le Finistère. Oui. Il faudra changer la carte. C'est 56, c'est pas 29. Enfin, la troisième technologie de production de gaz vert est le power to gas. Le principe est assez simple, c'est de pouvoir en fait, on va dire, exploiter le CO2 qui est produit par typiquement des sites de biométhane, du CO2 biogénique, qui a un impact neutre sur l'environnement, et de le combiner cette molécule de CO2 avec une molécule d'H2 produit typiquement par électrolyse de l'eau. Et on va en fait procéder à une réaction qui s'appelle la réaction de méthanation et qui va permettre donc de combiner l'H2 avec le CO2 pour produire du CH4 qui va être injectable dans les réseaux de gaz. En fait, cette technologie, elle est assez intéressante, notamment du point de vue complémentarité des énergies et flexibilité des énergies. Parfois, en fait, sur certaines mailles électriques, on a de la congestion. Les énergies renouvelables n'arrivent pas à injecter de l'électricité sur les réseaux parce qu'il n'y a pas assez de consommation de l'autre côté de la chaîne. Et donc, ce qui est proposé avec cette technologie, c'est de produire dans ces cas-là de l'hydrogène par électrolyse et de la recombiner avec du CO2 pour pouvoir stocker cette énergie dans le réseau de gaz avec le power to gas. En fait, il y a plusieurs modèles économiques, mais ce qui est assez intéressant finalement, c'est de se dire que on va bénéficier des prix de l'électricité assez intéressants au moment où justement la congestion est assez forte, parfois au moment où on peut bénéficier de prix de l'électricité négative. En fait, finalement, on va pouvoir stocker cette énergie dans le réseau avec des coûts qui seront maîtrisés. Il y a plusieurs technologies finalement pour ce power to gas. La technologie de méthanation biologique, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser des micro-organismes pour pouvoir pour pouvoir recombiner le CO2 et l'H2 en CH4, ou alors catalytique, c'est-à-dire utiliser une très petite quantité de métaux dans un réacteur, ce qui va permettre la réaction et permettre la réaction. On a plusieurs initiatives sur cette technologie en France, mais là, on a choisi d'en sélectionner deux qui sont les deux les plus matures. On a le projet Denobio qui a été mis en service en juillet 2025 et qui injecte actuellement du méthane, du biométhane dans les réseaux de gaz, enfin de l'iméthane, pardon, dans les réseaux de gaz. Et donc, ça a été aussi une première de pouvoir injecter comme ça de manière continue à l'Équelle Saint-Germain. Et on a le projet APO, Power to Gas, qui permet d'injecter aussi du méthane dans les réseaux et qui sera en service en novembre 2025. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a deux exemples, deux démonstrateurs. Le projet Denobio avec de la méthanation biologique qui démontre finalement la faisabilité technique et qui nous permet de lever des verrous techniques mais aussi réglementaires de l'injection de gaz dans les réseaux, ce qui a permis aussi à GRDF de monter en compétence sur le sujet. Et on a le projet Power to Gas à Pau qui, lui, utilise la méthanation catalytique qui permet du coup de démontrer la faisabilité technique de l'autre technologie et ce qui permet aussi d'injecter du gaz dans les réseaux de gaz. On a fini la première partie qui permettait de faire le point sur ces nouvelles filières de production de gaz vert qui vont venir compléter finalement l'injection du biométhane dans les réseaux. Donc là, vous l'avez bien compris, hein, l'idée de ces trois nouvelles filières, c'est vraiment de
compléter l'injection de gaz vert dans les réseaux, dans les infrastructures gazières existantes pour atteindre nos objectifs à horizon 2030 et 2050 de décarbonation. Et on voit avec la dernière technologie qu'a présentée Mathieu, la méthanation, qu'on fait appel en effet à deux molécules pour produire ce e-méthane que sont l'hydrogène et le CO2. Donc ça va faire la bonne transition avec justement ces deux nouveaux marchés qui sont en train d'émerger dans les territoires autour de ces deux molécules. On va démarrer du coup, si vous le voulez bien, avec l'hydrogène. Alors déjà, vous donner quelques éléments de compréhension de cette molécule, l'hydrogène, ou plus exactement le dihydrogène, l'H2, pour comprendre vraiment de quoi on parle. L'hydrogène, aujourd'hui, c'est le plus petit atome qui existe dans l'univers. Il est composé d'un noyau avec un proton et un électron, et c'est aussi le plus léger. Et en tant que tel, c'est rare de le trouver. On le trouve plutôt sous la forme de molécules. Donc l'hydrogène, on va le retrouver notamment dans la molécule de dihydrogène, dans la molécule de méthane aussi, le CH4, ou encore dans la molécule de l'eau, H2O. L'idée va donc être de pouvoir casser ces molécules pour pouvoir récupérer l'hydrogène et le valoriser comme un vecteur énergétique. Alors, il y a plusieurs caractéristiques physico-chimiques qui le définissent. On a par exemple au niveau de la densité un gaz qui est 8 fois plus léger que le gaz naturel. L'hydrogène, c'est aussi un gaz qui est inodore, incolore, et qui est non toxique. Donc, inodore, c'est comme le gaz naturel finalement. Vous le savez, le gaz naturel, c'est un gaz qu'on vient odoriser pour pouvoir, par exemple, détecter plus facilement des fuites. Mais voilà, de la même manière, l'hydrogène est un gaz qui n'a pas d'odeur. Le point un peu particulier, c'est que c'est un gaz incolore et donc finalement la flamme aussi va être très peu visible. Un des points qui le différencie aussi du gaz naturel, c'est sa plage d'inflammabilité et d'explosivité, qui sont plus larges que le gaz naturel et qui impliquent donc des mesures de sécurité différentes, des équipements aussi de protection individuelle lorsqu'on le manipule qui sont différents pour limiter le maximum de risques et assurer la sécurité qui va bien. Et en termes de vitesse de combustion, c'est un gaz qui est très rapide, il est 8 fois plus rapide que le gaz naturel. Un de ses vrais points forts, c'est que c'est un combustible qui n'est pas carboné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va faire sa combustion, on ne va produire aucun CO2. Donc c'est vraiment un de ses points forts. Et ensuite, en termes de pouvoir calorifique, c'est un gaz qui a 3 fois moins de pouvoir calorifique en volume que le gaz naturel, mais environ 2,5-3 fois plus en masse. Donc ça, voilà, ça va impliquer différentes gestions en termes de pression, en termes de stockage, pour pouvoir obtenir suffisamment de capacité, on va dire, pour générer de l'énergie avec cet hydrogène. Un peu de contexte. Pourquoi on s'intéresse depuis quelques années à l'hydrogène? Il y a deux principales raisons. La première, c'est que l'hydrogène permet de faciliter l'intégration des énergies renouvelables, et notamment les énergies électriques intermittentes, que sont l'éolien et le photovoltaïque, en transformant tout simplement cette énergie en hydrogène. De quelle manière? Eh bien, tout simplement par électrolyse, en venant casser des molécules d'eau à partir d'électricité renouvelable, on peut obtenir du coup cet hydrogène. L'hydrogène, c'est un vecteur qui est intéressant parce que contrairement à l'électricité qui est difficilement stockable et difficilement transportable, eh bien l'hydrogène peut être mis dans des camions, mis dans des cavités souterraines et transporté sur de longues distances aussi par des réseaux. Donc c'est un gaz qui apporte beaucoup de flexibilité. Un autre point fort, c'est que l'hydrogène, eh bien, si on le produit à partir de sources renouvelables, c'est un vecteur énergétique qui va être décarboné, renouvelable. Et donc finalement, il va aider à décarboner des secteurs aujourd'hui qui sont impactants en termes de gaz à effet de serre, tels que l'industrie ou encore la mobilité lourde et intensive. Donc finalement, côté industrie, qui est aujourd'hui le principal marché qui consomme de l'hydrogène, eh bien, on va pouvoir aussi décarboner fortement ce secteur en remplaçant tout simplement l'hydrogène fossile aujourd'hui utilisé, l'hydrogène carboné, par de l'hydrogène décarboné. Mais l'enjeu ne se limite pas uniquement à remplacer l'hydrogène gris ou l'hydrogène carboné par de l'hydrogène vert ou renouvelable, mais bien aussi de toucher de nouveaux marchés grâce à l'hydrogène. Et les nouveaux marchés, vous les connaissez aujourd'hui, c'est notamment la mobilité lourde et intensive, et aussi les carburants de synthèse, notamment, qui peuvent être produits à partir d'hydrogène pour l'aérien, pour le maritime, notamment.
Il y a des subventions qui ont été mises sur la table, notamment avec l'arrivée de la première stratégie nationale en 2020, des subventions massives de l'ordre de 9 milliards d'euros pour accompagner les premiers projets. Et ce qui a permis de placer la France dans les premiers rangs au niveau mondial en termes de mobilisation pour faire sortir ces projets de production et également d'usage associés. Donc les premières stations, les premiers véhicules et aussi les premières installations techniques qui permettent de gérer cet hydrogène matière première ou hydrogène combustible. Toutefois, les premiers axes de travail n'ont pas permis de s'intéresser finalement à la logistique d'acheminement de cet hydrogène. Et pourtant, c'est rapidement arrivé comme étant un point crucial pour faciliter l'émergence de cette molécule. Donc finalement, l'infrastructure, notamment les réseaux, est devenue un des points clés des récents débats autour de l'hydrogène. Et c'est dans ce cadre-là que finalement GRDF est aussi intervenu, a été sollicité par plusieurs parties prenantes pour faciliter l'accès à cet hydrogène dans les territoires. Alors l'hydrogène dans le paysage énergétique français aujourd'hui, c'est un vecteur qui est principalement utilisé, comme je le disais, pour les industries, notamment comme matière première, pour répondre à des usages tels que la raffinerie, donc raffinage de produits pétroliers pour désulfuriser les carburants, également pour la production d'ammoniac et d'engrais, dans les industries plutôt chimiques, et également dans la sidérurgie pour la fabrication du coke. On a à peu près pour 10% restants des industries diffuses qui vont utiliser cet hydrogène. Ça peut être de la métallurgie, ça peut être de l'industrie agroalimentaire, électronique, qui vont en avoir besoin, soit pour de la matière première de spécialité, soit pour de la chaleur. Et donc au total, en France, on consomme environ, c'est un chiffre assez facile à retenir, 1 million de tonnes d'hydrogène par an. À l'échelle européenne, c'est environ 10 millions. Et à l'échelle mondiale, eh bien, on multiplie encore cela par 10. Le mode de production, les modes de production, on va dire, qui sont aujourd'hui utilisés pour produire l'hydrogène en France, sont des modes de production carbonés. C'est-à-dire, on va principalement les produire par vaporéformage du gaz naturel, donc à partir d'énergie fossile, ou également par oxydation partielle d'hydrocarbures. Donc c'est vraiment un coproduit qu'on va avoir dans les procédés de fabrication qu'on retrouve au niveau des raffineries. Très peu encore d'installations permettent de produire de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. On a environ 5% uniquement d'installations en France qui permettent de produire de l'hydrogène à partir d'électrolyse, par exemple. Donc l'ambition, elle est bien là. Elle est de modifier les modes de production, d'amener finalement d'autres modes de production, notamment l'électrolyse, pour avoir de l'hydrogène renouvelable bas carbone en remplacement de l'hydrogène fossile, et également de démultiplier les usages pour pouvoir faciliter la décarbonation de certains secteurs d'activité industrielle et également mobilité lourde et intensive. La stratégie nationale hydrogène, elle a été révisée cette année, au mois d'avril. Donc, la première, comme je vous l'ai dit, datée de 2020, et il y a eu une révision de certains chiffres et également une nouvelle prise en compte des marchés européens qui pouvaient se développer, etc. Donc aujourd'hui, les ambitions de la France sont d'installer à horizon 2030 4,5 gigawatts de capacité de production d'électrolyse pour faire de l'hydrogène donc bas carbone et de quasiment doubler à horizon 2035 donc pour atteindre 8 gigawatts de capacité de production électrolytique d'hydrogène bas carbone. Prioritairement, on cible les marchés qui sont difficiles à décarboner, c'est-à-dire l'industrie, donc les segments d'activité actuels, consommateurs d'hydrogène, que sont le raffinage, la chimie, production d'engrais et sidérurgie, et également certains types de transports. La mobilité routière en fait partie, pour quelques cas d'usage spécifiques, notamment ceux qui sont intensifs, ceux qui vont nécessiter des transports moyenne longue distance, comme par exemple le transport routier de marchandises, certaines flottes de bus, autocars, ou encore les engins de chantier, et également les transports aériens et maritimes, via la production de e-fuel, de e-carburant. L'idée, c'est également de développer une stratégie ouverte sur le monde, de ne pas se concentrer uniquement sur ce qu'on peut faire en France, mais aussi de voir comment on peut améliorer la compétitivité de l'hydrogène en valorisant certaines
complémentarité avec les pays voisins européens et également au nord de l'Afrique notamment. Donc cette vision de marché mondial va plutôt arriver à partir de 2035, avec une concentration dans ces prochaines années, dans ces 10 prochaines années, sur un marché français. Et il est également question dans cette nouvelle stratégie de coordonner le développement des réseaux d'hydrogène, ainsi que leur connexion avec les infrastructures de stockage et avec aussi, dans les années à venir, eh bien, les pays voisins, pour pouvoir répondre aux enjeux des différents bassins industriels et également des territoires plus diffus. Donc il y a un objectif à horizon 2026, donc l'an prochain, de pouvoir d'ores et déjà établir des premiers tracés de ces grandes infrastructures hydrogène. L'idée, c'est bien sûr également de favoriser, de trouver les mécanismes et le cadre adapté pour faciliter l'arrivée de cette filière hydrogène en France. Et donc là-dessus, les acteurs travaillent sur comment améliorer l'accès au foncier, réduire les délais pour les procédures administratives, avoir un cadre réglementaire complet pour à la fois encadrer les installations de production, les logistiques d'acheminement et également les usages, et que ce soit facile aux acteurs de pouvoir communiquer entre eux, également d'avoir les bons raccordements électriques pour produire notamment cet hydrogène par voie électrolytique. Même si le contexte hydrogène aujourd'hui n'est pas évident, vous avez dû en entendre parler dans la presse, hein, il y a eu des hauts et des bas, certaines entreprises qui ne font plus aujourd'hui partie de la filière, qui ont fait faillite ou qui se sont réorientées, des projets qui ont parfois aussi été abandonnés pour des raisons économiques ou pour des problèmes de maturité technologique. Pour autant, malgré tous ces signaux qui ont pu être un peu difficiles, surtout l'année passée, c'est une dynamique territoriale qui reste active, qui est en marche, et ce sur l'ensemble des régions, comme on peut le voir ici. Donc aujourd'hui, si on fait un état des lieux, on est à peu près à 35-40 mégawatts de production d'hydrogène décarboné par électrolyse en service en France, ce qui reste encore peu par rapport à l'objectif des 4,5 que je vous donnais à horizon 2030. Donc il faut comparer en gros 40 à 4500. Donc vous voyez que la marche, elle est assez grande, hein. On parle tout de même d'une multiplication par 100 pour atteindre l'objectif de 2030. Et pour autant, si on projette un petit peu et qu'on regarde d'ores et déjà à horizon 2026, donc c'est pas si loin, hein, une grosse année, sur la fin d'année 2026, on va déjà, selon les projets qui sont en construction, qui ont dépassé le stade de décision finale d'investissement, on va déjà multiplier par 10 la production d'hydrogène par voie électrolytique pour atteindre environ 350 mégawatts. Il y a notamment un projet porté par Air Liquide en Normandie qui va permettre de produire massivement de l'hydrogène à hauteur de 200 mégawatts. Et si on projette à horizon 2030, donc à moyen terme, là, on vient multiplier non plus par 10, mais par 200 la capacité actuelle de production électrolytique en considérant voilà, tous les projets en portefeuille à des stades de maturité plus ou moins avancés. Donc pour atteindre plus de 6 gigawatts finalement de projets en phase étude à minima. Quelle est la place de GRDF et des réseaux de distribution là-dedans? Alors GRDF, l'hydrogène, c'est un sujet qu'on accompagne depuis quelques années maintenant. On a commencé à travailler sur le sujet aux alentours de 2014 avec un premier projet, GRID, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été réalisé à Cappelle-la-Blonde, près de Dunkerque, où on a injecté de l'hydrogène dans un réseau de gaz naturel, dans un réseau de distribution de gaz naturel, en mélange avec du méthane. Et on est monté à un pourcentage de 20% d'hydrogène en mélange avec le méthane. Et on a regardé finalement toute cette chaîne de distribution, depuis le poste d'injection jusqu'à l'usage, finalement les chaudières, puisqu'on alimentait avec ce réseau une centaine de logements et un établissement de santé. Et on a regardé sur toute la chaîne comment réagissaient les équipements, la compatibilité avec les installations, notamment les chaudières, pour s'assurer que tout fonctionnait bien d'un point de vue technique. Ce projet a tout de même duré sur 2 ans en termes d'exploitation. Donc ça a été voilà, de véritables tests qui ont été menés et a permis également à GRDF de travailler avec les autorités administratives pour définir les règles d'exploitation, notamment de cette molécule, avec la gestion et la sécurité qui va bien. Et donc cela a été encadré par un arrêté expérimental à l'époque pour gérer ce projet.
Cette voie de mélange d'hydrogène avec du CH4 dans les réseaux de gaz naturel n'est plus aujourd'hui la voie prioritaire que GRDF ou même que la France pousse en termes de valorisation d'hydrogène. Pour différentes raisons, pour des raisons environnementales, ce n'est pas la voie la plus favorable, on va dire, mais également pour des problématiques techniques en termes de compatibilité de certains usages sur des mailles où on viendrait justement introduire un fort volume d'hydrogène, alors que certains usages ne permettent pas justement d'accueillir autant de pourcentage d'hydrogène pour bien fonctionner. Des procédés de fabrication notamment industriels ou encore des réservoirs de véhicules gaz naturel qui ne sont pas faits aujourd'hui, qui ne sont pas homologués pour fonctionner avec 20% d'hydrogène. Donc les deux voies qu'on pousse aujourd'hui chez GRDF pour valoriser l'hydrogène renouvelable et bas carbone sont le méthane de synthèse, donc la méthanation, Power-to-Gas, dont vous a parlé tout à l'heure Mathieu, je ne reviendrai pas dessus, mais également des réseaux dédiés, des réseaux qui vont permettre d'acheminer de l'hydrogène pur, 100%, et de relier finalement des producteurs locaux à des usagers distants de quelques kilomètres. Et donc là-dessus, GRDF travaille depuis maintenant 3 ans environ sur tout un référentiel technique et réglementaire pour favoriser, pour faciliter l'arrivée de ces premiers réseaux de distribution hydrogène dans les territoires. Et on travaille à différents niveaux, à l'échelle européenne, avec les autres distributeurs européens pour partager les bonnes pratiques, et également avec les acteurs français pour définir à la fois les compétences pour concevoir, réaliser, exploiter et maintenir ces réseaux, et également avec les autorités administratives pour le cadre réglementaire qui va bien. Alors si on se dessine un petit peu l'architecture de ce type de réseau, vous l'avez ici sous les yeux, c'est un réseau avec une architecture assez simple finalement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se connecter à une source de production d'hydrogène renouvelable bas carbone, qui pourrait être faite par électrolyse ou par d'autres voies. GRDF reste agnostique sur cette voie de production tant qu'elle permet d'obtenir un hydrogène décarboné. Donc, ça pourrait être également du vaporéformage de gaz naturel auquel on associe du captage de CO2. On met en place un poste d'injection, un peu au même titre que ce que nous faisons déjà aujourd'hui sur les projets biométhane, mais ici avec un poste adapté à l'hydrogène. On met en place les canalisations jusqu'aux consommateurs finaux, qui peuvent être des stations mobilité, qui peuvent être des industries qui consomment de l'âge de matière première ou de l'âge de combustion. Et on met à l'arrivée de ces différents clients consommateurs un poste de livraison. Donc l'architecture reste simple. On va démarrer aujourd'hui avec les premiers projets sur sensiblement du point à point, avec des perspectives de déploiement de ces mailles pour toucher des clients qui seraient intéressés et situés à proximité. Donc le réseau de distribution est une solution finalement intéressante parce que c'est une solution sûre et qui apporte une continuité en termes d'approvisionnement à partir du moment où la source produit de manière continue. Elle permet de répondre à des enjeux aussi environnementaux parce qu'elle est finalement une solution alternative aussi au transport par camion de cet hydrogène qui est aujourd'hui la voie la plus utilisée. On va limiter finalement les flux de circulation, limiter du coup les gaz à effet de serre ou autres polluants atmosphériques qui pourraient être associés à ces circulations. Et ça va répondre aussi à des enjeux territoriaux, de moindre emprise foncière, de moindre bruit, etc. etc. Donc c'est aujourd'hui une solution qui est intéressante, sur laquelle on est sollicité pour accompagner des projets à l'échelle territoriale pour sortir quelques kilomètres, assurer finalement cette logistique du dernier kilomètre pour amener l'hydrogène jusqu'aux consommateurs qui en auraient le besoin. Alors, la feuille de route de GRDF, elle est assez... Julien, oui. Avant d'aller sur la feuille de route, question technique qu'on a abordée dans le projet GRID, et qui est posée par M. Pellet, c'est les réseaux de gaz. Est-ce qu'ils sont compatibles avec l'hydrogène? Oui. Et également sur les réseaux de transport. OK. Alors, les réseaux de gaz, en effet, ils sont compatibles, enfin les infrastructures sont compatibles quand on parle du matériau, de la canalisation. Aujourd'hui, vous le savez, on travaille soit avec du matériau acier, soit du matériau polyéthylène, majoritairement en France. Ces deux matériaux sont compatibles. Et il y a eu des études qui ont été menées en 2021-2022, notamment au sein de l'association Ready for H2, par l'ensemble des distributeurs européens qui y contribuent, dont GRDF.
Et on a validé qu'en France, 98% finalement, de nos canalisations étaient compatibles pour recevoir du 100% hydrogène. À l'échelle européenne, c'est 96% des réseaux de distribution qui sont compatibles pour accueillir du 100% hydrogène. Donc la réponse, c'est oui, au niveau des canalisations. Après, ça demanderait tout de même d'avoir des adaptations des équipements, parce qu'on est sur des molécules différentes, hein, entre l'H2 et le CH4. Et donc, avec du 100% hydrogène, il faudrait tout de même avoir certains équipements certifiés, si vous voulez, hydrogène, pour s'assurer du bon niveau de sécurité. Voilà. Maintenant, vous allez le voir dans les slides qui vont suivre, hein, on a déjà réalisé en enceinte privée, sur un centre de formation, une chaîne de distribution complète où on a réutilisé finalement du matériau qu'on retrouve aussi dans des chaînes gazières, gaz naturel, notamment avec de l'acier et du polyéthylène, avec du 100% hydrogène. Donc, les réseaux sont compatibles avec certaines adaptations en termes d'équipement. Maintenant, ce n'est pas forcément l'idée première de convertir nos réseaux de distribution du gaz naturel vers du 100% hydrogène, parce qu'aujourd'hui, nos mailles sont très fines, vous le savez, elles alimentent beaucoup de clients résidentiels, beaucoup de clients tertiaires, également pas mal de clients industriels et de stations mobilité de plus en plus, mais majoritairement des clients résidentiels et tertiaires qui ne sont pas la cible première de l'hydrogène. Et donc, il serait difficile finalement de convertir toute une maille, aujourd'hui de consommateurs gaziers, vers de l'hydrogène, aussi pour cette raison-là. Alors, c'est des choses qui sont regardées dans des pays européens, comme aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, mais la France ne fait pas une priorité là-dessus, de cette conversion au niveau des réseaux de distribution. Si on parle maintenant des réseaux de transport, en effet, les acteurs Natran, ex-GRT-Gaz et Terega travaillent aussi sur des infrastructures hydrogène. Eux, ils ont une approche différente de la nôtre, dans le sens où ils vont être plus sur des infrastructures nationales, voire transfrontalières, et ils ont un réseau qui n'est pas maillé de la même manière que la nôtre, avec des portefeuilles clients également différents. Donc eux, ils ont dans leur projet, certains projets qui vont convertir certaines portions de réseau vers de l'hydrogène, et aussi des projets où ils vont construire de nouveaux réseaux hydrogène. Donc ça va être en fonction des zones, en fonction des opportunités qui vont se présenter à eux. Parfois des réseaux qui sont abandonnés ou plus utilisés, ils vont pouvoir envisager de la conversion vers de l'hydrogène. Et parfois il va manquer aussi pour alimenter certains clients des kilomètres de réseau, donc ils vont pouvoir les construire. Nous, notre approche côté GRDF, sur les premiers écosystèmes territoriaux hydrogène qu'on accompagne, c'est vraiment de construire des réseaux neufs pour faire ces premiers kilomètres d'acheminement hydrogène décarboné. Donc en complément finalement de ce qu'on a déjà sur les infrastructures gazières existantes. Je poursuis sur la feuille de route et de manière très succincte pour vous dire qu'on travaille sur toutes les briques pour être au rendez-vous des premiers projets, qu'on espère arriver donc en exploitation à horizon 2027-2028. Bien sûr sur des études, sur du cadre réglementaire, sur toute la feuille de route technique, essais, études R&D, etc. Sur le réseau en tant que tel, mais aussi les briques connexes qu'on aurait en interface avec le réseau, le stockage, la purification ou encore la compression. Et bien sûr, une des briques clés sur laquelle on travaille aussi, c'est la professionnalisation et la montée en compétence de la filière, de nos techniciens gaz en premier lieu, mais aussi les acteurs avec qui on va travailler, notamment les sapeurs-pompiers, les entreprises de travaux publics qui interviendraient demain sur nos réseaux. C'est justement la réalisation qu'on a faite en fin d'année dernière. H2Zone, c'est une plateforme de formation 100% hydrogène qui fait 1000 m² de surface, qui a été mise en place à Saint-Étienne-de-Montluc, près de Nantes, sur notre campus de formation Énergie Formation, et qui est un espace unique en France qui permet de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'une infrastructure hydrogène. On y retrouve des réseaux en acier, en polyéthylène, avec des niveaux de pression variables entre 0 et 30 bars, et qui nous permettent de monter en compétence tout acteur de la chaîne sur la conception, la réalisation, l'exploitation, la maintenance, les mises en gaz, la gestion des urgences, la détection de fuite, etc. Toutes les opérations nécessaires à la bonne gestion d'une infrastructure hydrogène. Et on a aussi sur ce site du stockage d'hydrogène, donc de l'injection aussi dans le réseau, jusqu'à la modélisation d'usage, la modélisation aussi d'incendie, pour vraiment être en mesure de gérer les différents cas d'urgence qu'on pourrait rencontrer demain. Je ne m'attarde pas sur ce slide, mais c'était pour vous laisser les quelques images à l'écran où on retrouve des différents réservoirs, différents postes de détente, différents types
de raccords de réseaux en polyéthylène ou en acier, qui permettent de valoriser le savoir-faire aussi de GRDF et la disponibilité aussi du matériel et des matériaux pour répondre à un enjeu 100% hydrogène, donc être prêt pour les premiers projets demain. Et ces premiers projets, ils arrivent dans les territoires. Vous en voyez ici quelques-uns à l'écran. Alors, le marché reste encore assez confidentiel, donc tous les projets ne peuvent pas être affichés. Mais on a plusieurs opportunités qu'on accompagne aujourd'hui chez GRDF, à la fois avec des clients industriels, comme par exemple sur la zone industrielle portuaire de Port-la-Nouvelle, avec les acteurs Caire, la REC Occitanie et l'industrie Lafarge, ou du côté de l'aéroport de Lyon, avec la mise en place d'un électrolyseur relié à une station publique pour de la mobilité lourde. Donc vous avez voilà, différents cas qui vous sont présentés ici, sur lesquels on avance, avec différents partenaires, différents clients usagers, et avec des longueurs de réseau variables de l'ordre du kilomètre jusqu'à une dizaine de kilomètres environ. Voici la première partie donc, sur l'hydrogène, et maintenant l'idée c'était de pouvoir aussi ouvrir à une autre ressource dont on parle de plus en plus. Il y a des articles qui sortent fréquemment en ce moment dans la presse autour du CO2 et de la chaîne de valeur du CCUS. Alors CO2, CCUS, hein, ça rejoint la même chose, hein, c'est la même molécule. Le CCUS, c'est finalement tout ce qui concerne la capture du carbone et son utilisation ou son stockage. Voilà. Donc cette chaîne de valeur du CCUS, elle est finalement en interaction, en lien avec plusieurs sujets chez nous, qui peuvent être à la fois les gaz verts, donc on en a parlé hein, avec Mathieu tout à l'heure, la méthanisation, la pyrogasification, la gasification hydrothermale. Dans ces processus, eh bien, il va y avoir du CO2 biogénique, ce coproduit qui va être émis, qui est aujourd'hui pas forcément valorisé sur les sites de méthanisation, mais qui peut devenir demain une véritable ressource, un nouvel axe de compétitivité finalement pour ces acteurs, avec un fort potentiel environnemental et économique. Donc on va y venir un petit peu après sur les marchés finalement qui s'intéressent à cette molécule. Il y a aussi d'autres axes hein, qui sont en lien avec nos activités chez GRDF et qui s'intéressent à ce sujet du CO2, c'est la décarbonation industrielle par exemple. En effet, on a plusieurs industries qui sont aujourd'hui émettrices et à qui on demande finalement de faire des efforts de réduction de gaz à effet de serre, qui font plusieurs travaux de sobriété énergétique, d'amélioration de leur système de production, mais qui devront aussi demain compléter finalement leur feuille de route par potentiellement du stockage ou encore de la captation en tout cas de leur carbone pour être au rendez-vous de leurs objectifs. Et donc finalement, on s'intéresse aussi à la valorisation de ces émissions industrielles qui peuvent être du CO2 fossile ou encore du CO2 biogénique, en fonction des combustibles qu'ils peuvent utiliser en intrant. On a bien sûr la question de l'acheminement. Donc, le CO2 peut être acheminé de différentes manières, hein, sous forme liquide, qui est aujourd'hui une des voies les plus utilisées par camion, avec le chargement de citernes, de bouteilles ou par bateau, par exemple. Mais il peut y avoir également du transport par voie gazière. Et à ce moment-là, on fait intervenir des réseaux. Des réseaux comme pour l'hydrogène de transport, des très grandes infrastructures, ou alors des réseaux de collecte qui vont permettre de travailler davantage sur des boucles locales de valorisation ou de séquestration. Et ensuite, dans la valorisation de ce CO2, on va avoir deux voies principales, soit de l'usage, de l'utilisation, et là-dessus, on a donc différents segments d'activité qui se présentent à nous, les séristes, l'industrie agroalimentaire, le froid, la glace carbonique, etc., ou encore d'autres types d'industries chimiques, médicales, et avec certains relais de croissance autour des carburants de synthèse. Et également la voie du stockage, comme par exemple la minéralisation ou carbonatation de béton, et à plus grande échelle la séquestration géologique, offshore ou onshore. Alors, pour s'attarder un peu plus sur le CO2 biogénique, aujourd'hui, ce coproduit de la méthanisation, qui sera aussi donc demain un coproduit des installations de pyrogasification ou gasification hydrothermale, n'est pas forcément valorisé. Aujourd'hui, c'est un CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère et qui est considéré neutre pour l'environnement. C'est pour ça qu'on parle de CO2 biogénique. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il a été capté en amont par les plantes.
Pour autant, ce CO2, il est vraiment intéressant parce que c'est un CO2, comme vous l'avez compris, qui a un moindre impact environnemental, mais qui est aussi quasi pur. C'est-à-dire qu'il peut être facilement capté, collecté, et il peut du coup être utilisé aisément dans différents usages, dans différentes voies de valorisation. Au niveau d'un méthaniseur, quand on produit du biogaz, la composition de ce biogaz, c'est sensiblement 60% de méthane, de CH4, et 40% de CO2. Donc ce 40%, c'est tout de même du volume non négligeable. Pour pouvoir le valoriser, il va falloir dans un premier temps l'épurer. Cette phase d'épuration, elle est de toute façon nécessaire aussi pour l'injection dans les réseaux gaziers. Mais on va compléter cette épuration si on souhaite le liquéfier et le transporter par voie liquide, et bien justement par cette opération de distillation par le froid et donc de transformation en voie liquide pour le mettre ensuite dans des citernes, ou alors on va le purifier pour ensuite pouvoir l'injecter dans les réseaux. On a aujourd'hui quelques premiers sites qui permettent de valoriser ce CO2 biogénique, mais il reste encore, on va dire, à la marge. Alors, quels sont les marchés aujourd'hui qui sont consommateurs de CO2? C'est des marchés plutôt de niche aujourd'hui, mais assez variés. On va retrouver, par exemple, tous les consommateurs de boissons gazeuses, les brasseries, également le CO2 utilisé pour les emballages alimentaires, pour la conservation, ou encore, par exemple, pour la production d'extincteurs CO2, c'est un peu plus isolé, mais aussi pour la glace carbonique, ou encore les céristes qui en auraient besoin. Alors, il y a d'autres marchés, les abattoirs, etc. etc. Aujourd'hui, le marché, c'est une consommation d'environ 500 000 tonnes par an en France. Alors, c'est variable en fonction des sources, on trouve entre 500 000 et 1 million de tonnes, et voilà, c'est la valeur à retenir. Et il y a bien sûr des relais de croissance. On parle de la carbonatation des bétons et on parle aussi des carburants de synthèse. C'est un des principaux relais de croissance. La production d'e-fuel, voilà, dit autrement. C'est pour répondre aux enjeux aériens et aux enjeux maritimes. Et des premières études ont été faites, notamment par l'ADEME, qui estime un potentiel de l'ordre de 6 à 20 millions de tonnes de CO2 biogénique par an, en termes de besoins, pour la France à horizon 2050. Donc vous voyez on va dire la nécessité de pouvoir de plus en plus valoriser ce CO2 biogénique pour répondre aux critères durables de ces carburants de synthèse demain. Où en est aujourd'hui la filière des gaz verts pour répondre à ces différents enjeux? On l'a dit un peu en introduction, on a 785 sites aujourd'hui qui injectent sur les réseaux gaziers, donc près de 800, pour un potentiel d'environ 2 millions de tonnes de bio-CO2 par an. Donc on voit aujourd'hui que si on arrivait à collecter finalement tout ce potentiel, on répondrait bien au-delà, on va dire, aux consommations actuelles de la France. Et on a déjà une bonne partie de la réponse, voilà, pour les enjeux de demain, horizon 2050, sachant que, eh bien, si on se projette un peu avec l'arrivée de la pyrogasification, de la gasification hydrothermale, on estime que ce n'est plus 2 millions de tonnes de bio-CO2 qui seront produits à horizon 2050, mais plutôt 40 millions. Donc en effet, le potentiel via la filière des gaz verts est bien là. Maintenant, l'enjeu, il n'est pas si évident. Il y a en effet, comme vous le voyez, des sites répartis sur toute la France, des sites très diffus, avec parfois des potentiels de production plus faibles. Et donc, il y a voilà, cette réflexion à avoir en amont de compétitivité, de situation géographique, des verrous techniques à lever qu'il faut bien appréhender pour voir quelles sont les boucles locales à mettre en place ou de manière plus massive les grandes infrastructures à sortir de terre pour valoriser au maximum ces ressources. Donc aujourd'hui en France, c'est environ une vingtaine d'unités de méthanisation qui valorisent leur bio-CO2. Et différents modes de transport sont aujourd'hui envisagés. On a bien sûr la voie par camion, qui est, on va dire, celle utilisée de manière plus traditionnelle, et avec les canalisations aujourd'hui qui sont en train d'être considérées et de mieux en mieux encadrées aussi d'un point de vue réglementaire avec l'arrivée de certains guides techniques d'ici la fin de l'année. Ce slide qui va servir un petit peu de conclusion à nos présentations avec Mathieu, pour juste rappeler que toutes ces filières, toutes ces nouvelles molécules dont on vous a parlé aujourd'hui, elles sont vraiment complémentaires.
Et elles répondent aux mêmes enjeux de diversification, de production de gaz vert, de décarbonation des territoires. Ces différentes filières, elles sont intéressantes parce que finalement, elles viennent valoriser différentes ressources dans les territoires, des intrants qui ne sont pas concurrents. On a parlé de déchets organiques fermentescibles avec la méthanisation. Mathieu vous a parlé de déchets solides, secs, via la pyro, de déchets plus humides par la gazéification hydrothermale. Et ces différentes productions de gaz vert émettent aussi du CO2. Ce CO2 biogénique peut être valorisé de différentes manières, par la voie de méthanation pour produire du e-métal et le réinjecter dans le réseau, mais peut être aussi utilisé en direct pour des usages ou séquestration. Et enfin, la complémentarité, elle se fait aussi pas uniquement à l'échelle gazière, mais également avec les infrastructures du mix énergétique français, que sont notamment l'électricité. L'électricité renouvelable, qui est parfois difficilement valorisable à un instant T, peut être transformée par voie d'électrolyse en hydrogène pour être valorisée sous différentes formes, soit directement injectée dans des réseaux dédiés, soit combinée à du CO2 via la méthanation pour produire du méthane. Donc vous avez ici un petit peu les différentes manières de pouvoir jouer sur ces intrants pour obtenir finalement des produits à un fort potentiel énergétique, fort potentiel environnemental, et donner finalement du sens à différents types de déchets ou différents coproduits qui sont aujourd'hui parfois peu valorisés. Avec Mathieu, on reste disponible du coup pour répondre encore à quelques questions. Merci à vous deux. Alors, il y avait une question qu'on avait gardée pour la fin parce qu'elle est sur l'hydrogène, mais elle est d'ordre un peu général, posée par M. Pellet. N'hésitez pas, M. Pellet, si vous souhaitez comment dire, la poser directement, si vous avez le micro qui est Oui, j'ai le ouvert. micro. Oui, bonjour. Alors, allez-y. Bon, déjà, bravo pour vos explications claires et limpides. Là, en 1 heure, on a un paysage de tout ce qui se fait. Donc, bravo pour la présentation, puis bravo pour tous vos travaux. Je suis de loin parce que et j'avais ce qui se fait en Allemagne. Alors, je ne sais pas si c'est le principal, ça marche plus par des instituts de recherche, je crois. Et j'avais compris à un moment, parce que c'est en allemand, il faut traduire, qu'ils étaient intéressés. Alors, justement, c'est différent de ce qui se passe en France, par de la production dans des pays. Alors que j'avais compris que c'était l'Australie. Donc, si j'avais compris, ils produisaient de l'électricité là-bas et après, ils apportaient ils faisaient l'électrolyse de l'hydrogène et ils le catalysaient sous forme d'ammoniac par bateau et après, ils l'introduisaient en Allemagne. Vous êtes un peu au courant de tout ça ou j'ai mal compris ou c'est futuriste? Alors non, c'est pas nécessairement futuriste. Il y a également des réflexions. Là, c'est vrai qu'on s'est concentré sur l'hydrogène pur, on va dire, mais il y a des dérivés à l'hydrogène comme l'ammoniac, donc c'est tout à fait possible. Il y a des acteurs aussi en France qui s'y intéressent, notamment LNG sur le sud-est de la France. Ils ont des projets en réflexion. Et c'est une voie, en effet, pour transporter l'hydrogène, notamment par bateau. Donc, il n'y a pas de mauvaise compréhension de votre part. Je suis pas forcément, j'ai pas les détails, on va dire, sur ce partenariat entre Allemagne et Australie, donc je ne pourrais pas forcément m'attarder dessus. Mais en tout cas, ça se tient, c'est-à-dire l'intérêt, c'est de pouvoir produire de l'hydrogène à plus bas coût. Donc, dans des pays, finalement, on va obtenir de l'énergie renouvelable électrique à bas coût, où on va pouvoir mettre de l'éolien ou du photovoltaïque facilement. Et donc, en effet, il y a des pays qui s'y prêtent bien. La péninsule ibérique, l'Australie certainement aussi. C'est des pays, des continents chauds. Et donc, finalement, on arrive à obtenir un hydrogène plus bas coût, même avec le transport. Et bien, finalement, ça peut être compétitif par rapport à de la production qui peut être locale. Voilà. D'accord, merci. Et donc, l'idée, après, quand on arrive sous forme d'ammoniac, c'est soit on peut utiliser cet hydrogène, ce dérivé d'hydrogène, sous forme d'ammoniac. Il y a des procédés qui en ont le besoin, notamment au niveau des engrais, etc. Soit on vient le recasser, finalement, cette molécule, pour réobtenir l'hydrogène une fois sur place. Voilà. Je pense que, parce que c'est le ministère, je pense, qui doit gouverner tout ça. Et j'ai compris que ça devait être recassé parce qu'ils ont ils vont
Ils vont mettre en place un réseau spécifique hydrogène, peut-être pour les. C'est plus structuré, l'Allemagne est plus dense que la France, donc, mais voilà. Bon. Et tout à fait, Donc, merci pour vos explications. Avec plaisir. Et l'Allemagne est en effet un des pays très avancés en Europe hein, sur le déploiement des infrastructures hydrogène. Ils ont notamment acté l'an dernier la mise en œuvre de 9000 km de réseau hydrogène. Hein. Alors, ils n'ont pas le modèle économique équivalent, entre guillemets, avec la France, en termes d'avance comptable ou ce genre de choses. Mais en tout cas, ils ont acté voilà, la mise en œuvre de 9040 km de réseau hydrogène et ils y travaillent déjà dessus. Voilà. D'accord. Merci. Malheureusement, en France, on constate qu'on a souvent une séparation des réseaux et des énergies. Et c'est ce qu'on essaye de montrer aussi au travers de ces technologies, c'est que les énergies, notamment électriques et gaz, sont complémentaires. Là où on a des difficultés à stocker de l'électricité, alors on parle de batteries, bien sûr, mais des batteries, il en faut des très 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 grosses pour stocker sur le réseau. Mais aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, on l'a vu tout à l'heure avec le power to gas, qui permettent finalement de stocker de l'énergie et de produire du gaz ou de l'électricité à des moments où on en a besoin. Et c'est ça sur quoi on travaille aussi parce que on est persuadé que demain, de toute manière, c'est notre leitmotiv depuis longtemps, c'est pas une énergie qui sera nécessaire pour faire fonctionner tous les besoins de la France, c'est un mix énergétique. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'énergie. Et je ne pense pas que M. Tranchevant me contredira sur le sujet parce que je l'ai déjà entendu parler de ça aussi. Non, mais j'allais vous interroger là-dessus, c'est-à-dire que d'abord, merci pour vraiment cette présentation sur des domaines qui sont complexes, sur lesquels on a besoin d'acculturation et de comprendre ce qui se passe. Ces nouvelles énergies demain, pour éviter qu'elles soient interprétées à toutes les sauces, il faut qu'on sache de quoi on parle et merci beaucoup, il faudra qu'on y revienne. Sur cette question que vous avez soulignée sur la complémentarité, le mix énergétique, c'est une vraie question qui arrive directement chez les élus. Pour choisir, on voit bien, je donne un exemple, comment je fais de l'énergie agrivoltaïque avec tous les projets que nous avons en Mayenne sur l'élevage, et notamment pour les bovins. Comment on va, alors qu'on a un vrai problème de disparition de l'élevage, qui va faire disparaître l'industrie agroalimentaire, qui va elle-même faire disparaître un certain nombre d'emplois et d'activités. On voit bien que parce qu'on a fait de l'agrivoltaïsme, on transforme des terres qui sont des terres cultivables en terres d'élevage, qui vont permettre de conserver l'élevage, qui vont permettre de conserver la qualité de l'eau, qui vont permettre aux industries agroalimentaires de continuer à bénéficier de l'eau dans des conditions de normes, etc. Tout cela est très compliqué. Et sur l'électricité, on a des vrais enjeux. On nous dit c'est compliqué pour les citoyens, c'est compliqué pour les élus de base de comprendre si on est en surproduction électrique ou s'il faut continuer à travailler sur ces boucles vertueuses, parce qu'on voit bien que surgit le stockage, surgit les projets que vous avez donnés qui vont nécessiter aussi de la consommation électrique, si je prends l'hydrogène, etc. Et donc les arbitrages des élus vont se faire sur quelle base? On voit bien que, et on ne sait pas trop comment Enedis fait ses choix, et ça reste toujours très opaque sur l'organisation des différentes installations électriques et d'arbitrage entre les différentes demandes de raccordement pour l'électricité, de raccordement pour les nouvelles zones qui se développent, ou de raccordement pour demain l'hydrogène, et regarder comment on peut faire tout ça. Donc on voit bien qu'on est, nous, traversés par une multitude de questions qui sont plutôt positives, puisque vous le dites, c'est un mix énergétique, c'est complémentaire, et qu'en même temps, il va falloir qu'on trouve la gouvernance qui permet, au niveau local, de développer ces projets de manière très vertueuse. Enfin, vraiment, c'est une question qui, de façon à ce qu'on ne soit pas dans une version militante, c'est-à-dire
on est pour le gaz, ou on est pour l'agrivoltaïsme, ou on est pour l'éolien, ou on est pour ceci, ou on est pour cela. C'est pas ça l'enjeu des territoires. Et puis j'avais une dernière question, moi, sur les réseaux. En Mayenne, on est aussi traversé par le projet de CO2 à partir des cimenteries Lafarge pour rejoindre Saint-Nazaire, etc. Et donc l'acceptabilité des citoyens, des collectivités sur ces nouveaux réseaux à créer, à un moment donné, elle peut avoir aussi sa limite. Et donc j'ai bien entendu ce qui était fait en Allemagne, mais c'est pas si simple que cela. Voilà. Tout à fait. Sur cette question, hein, enfin, voilà, d'acceptabilité, enfin, c'est des sujets qui doivent être pris très en amont, hein, enfin, comme tout nouveau projet, surtout sur les infrastructures de transport que vous évoquez. Je pense que c'est le projet GoCO2 hein, auquel vous faites référence. Voilà, donc là, ce sont des projets sur lesquels nous, on est plus en contributeur indirect. Les acteurs du projet sont Natran, l'opérateur de transport, et LNG notamment, avec des industriels qui prévoient d'ores et déjà d'envoyer leur CO2 dans cette infrastructure pour ensuite qu'ils partent en mer du Nord en stockage. C'est ça, oui. Mais en effet, c'est des projets sur le long terme. Hein. Ces projets-là vont mettre quelques années en termes de présentation, en termes de définition. Et voilà, et c'est tout le travail en fait qu'on souhaite mener aussi nous, opérateurs gaziers, avec vous dans les territoires, pour préparer finalement l'arrivée de ces enjeux-là, préparer ces nouvelles molécules, mieux les comprendre, mieux les appréhender, comprendre comment les risques sont gérés, etc., etc. Et donc il y a ce besoin de communication qu'on valide à 100%. Et nous, c'est justement aussi notre travail au quotidien, hein, d'être au plus près de vous. Enfin, bon, cette présentation est un exemple, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir lever les doutes, répondre aux questions et organiser après les rencontres qui vont bien avec les acteurs, les parties prenantes pour être sûr que ces ressources-là, ces nouvelles voies de valorisation soient mieux appréhendées, bien comprises pour être déployées voilà, demain, quoi. Je vous rejoins. On est sur des enjeux complexes, car nouveaux. Donc, c'est des enjeux voilà, qui prennent un peu de temps à se mettre en place. Pour reprendre une interrogation de Madame Gouffran et pour rester sur ce sujet de l'acceptabilité, sachez qu'on avait développé un ou deux webinaires avec une autre association d'élus, la MRF, sur le thème de l'acceptabilité. Et donc, on est tout à fait disposé à parler de ce sujet aussi avec vous et de développer, pourquoi pas, un prochain webinaire sur le sujet. Nous avons une spécialiste chez nous qui travaille sur ce sujet avec des professionnels et on a un certain nombre de retours d'expérience aussi de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on sera à même de vous accompagner là-dessus aussi. Oui, Madame Gouffran? Oui, bon, tout d'abord, merci pour ce webinaire où on apprend énormément de choses sur les nouvelles technologies. Moi, j'ai découvert plein de choses, mais je veux dire, il n'y a que moi. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait que les élus, d'autant qu'on va entamer à partir de mars-avril 2026, on va dire de nouveaux cycles avec des nouveaux élus. Et effectivement, cette acculturation des élus, elle est indispensable. Déjà, nous, au niveau d'une communauté de communes, pour en parler aux communes et que nos élus soient au courant des projets qu'on pourrait éventuellement mettre en place. Alors, tout à fait sur l'acceptabilité, parce que bon, Monsieur Tranchevent parlait de l'agrivoltaïsme. Nous, on a un territoire sur lequel effectivement on a des agriculteurs qui sont, on va dire, en souffrance, et notre communauté de communes s'est affichée réellement pour que l'agrivoltaïsme soit un des moyens de leur permettre au moins de se maintenir. Et c'est vrai que tout ça, on a besoin d'être accompagné pour faire comprendre aux élus, parce que les projets, ils passent aussi par les maires,
qui, quand le conseil municipal n'est pas d'accord, eh ben, c'est plié. Avant même, de comprendre réellement. Donc on a besoin de cet accompagnement effectivement pour bah, faire comprendre l'intérêt et la viabilité du mix énergétique. Alors moi j'ai une petite question complètement en dehors, comme j'ai vu que dans tous les process là de soit gazéification, tout est un peu récupéré, l'hydrogène, le CH4. Je me posais la question pour les process du power to gas, est-ce que le dioxygène est aussi valorisé ou est-ce qu'il est renvoyé parce que si je fais l'équation, il y a du dioxygène. Oui, en fait, pour le power to gas, le CO2, c'est l'élément d'entrée avec l'hydrogène. Et en fait, ce Oui, qu'on va faire, c'est qu'on va dimensionner l'hydrogène pour que tout le CO2 en fait soit consommé. Donc en fait, il n'y a pas de CO2 à la sortie parce que tout le CO2 non, aura été transformé avec l'H2 pour former du méthane. ok. Et l'oxygène, il est utilisé? L'oxygène, non. Non, Non. ok. Bon, c'était juste une petite Ouais. question. Moi, je voudrais redire combien le partenariat avec GRDF il est important. Mm. Parce qu'il y a une instabilité institutionnelle, je ne vais pas vous faire de dessin, on ne sait pas pour toujours à quelle porte frapper pour aller voir les interlocuteurs ministériels, ça change trop souvent, il y a une instabilité là-haut. Il faut que nous ayons une stabilité en bas. Il faut que nous ayons, avec des partenaires comme vous, quelque chose qui soit stable, de façon à construire des politiques, des langages qui nous permettent d'être compris et d'avancer malgré tout sur ces questions énergétiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois bien parce que nous sommes plutôt bien avancés sur la méthanisation. On a eu ces problèmes d'acceptabilité, mais ça, j'en parle à l'imparfait. On a appris à parler à nos citoyens, on a appris à leur parler avec les bons mots, au bon moment, etc. Et donc tout ça, ça s'apprend suivant les types de méthanisation. Et je dois dire qu'aujourd'hui, sous réserve encore une fois qu'on construise des boucles locales qui ont du sens pour les citoyens, on n'a pas vraiment de souci pour installer des unités de méthanisation. Et donc, chaque nouvelle technologie, maintenant, on a besoin d'acceptabilité sur l'agrivoltaïsme, et avec les chambres, etc. C'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que les élus locaux savent faire à partir du moment où on a avec nous des partenaires qui sont fiables et sur lesquels on peut s'appuyer d'un point de vue technique qui vont nous permettre de faire mieux comprendre les projets. Je renvoie la balle à Interco de France pour qu'on ne s'arrête absolument pas, Mathieu, j'en parlerai à Jean Réveraud, mais il ne faut absolument pas, vous avez raison, hein, madame, moi je suis tout à fait convaincu que la pédagogie, c'est l'art de la répétition, il faut répéter de manière différente, sans arrêt, pour que les citoyens comprennent et tous les élus comprennent. Et c'est d'abord les élus. Et on voit bien que quand on a des revues de projet ENR en préfecture, on voit bien que si on a des élus qui n'ont pas compris le projet et qui disent non, c'est foutu. Donc on arrête tout alors qu'il y a eu un travail important de fait. Et donc que ce soit l'association des maires, mais c'est plutôt une grande foire quand même, mais on fait à Intercommunalité de France. Là, on a des espaces où on peut travailler au cours d'ateliers qui sont des vrais ateliers de travail. On peut le faire aussi à la FNCCR, on peut le faire dans plusieurs endroits. Mais c'est une urgence absolue que vous, en tant que GRDF, vous continuez comme d'autres acteurs à nous accompagner pour qu'on comprenne mieux d'abord ce qui se passe, que la technologie évolue à une vitesse aussi qui est quand même difficile
à appréhender et qui a des interactions sur ce qu'on faisait auparavant. Donc voilà, on a plein d'exemples, nous élus, où finalement, d'avoir été très volontaire et très vertueux, se retourne parfois contre nous parce que la technologie a évolué et ça a changé, etc. Donc on voit bien que la crise électrique, par exemple, la crise de l'électricité avec le conflit ukrainien, on voit bien qu'on a eu une explosion des coûts. Les entreprises qui ont une agilité rapide ont commencé à se réorganiser par rapport à ça très rapidement. Et différents les arrivées des uns et des autres au sein de l'entreprise, etc., ce qu'ont foutu tous les plans de mobilité qu'on avait construits ensemble avant. Donc tout ça, c'est fragile. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut quand même qu'on ait une acculturation vraiment très, très, très forte. Et cette technologie que vous nous avez présentée, il faut quand même un peu se concentrer pour comprendre tout ce que vous nous avez envoyé en 3/4 d'heure, là, qui est d'une intensité qui mériterait sans doute 4-5 heures de compréhension, et puis on va y revenir. Alors vous imaginez un élu expliquer ça à son conseil municipal. C'est quand même quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de nécessaire. Et on le fait, on l'a bien vu, on l'a fait avec la méta. Hein. C'était pareil au départ, c'était un peu complexe, et puis les gens interprétaient ça dans tous les sens, et finalement aujourd'hui, à chaque fois qu'on va parler de méthanisation dans un endroit, d'abord on sait le faire, et puis la deuxième chose, on le fait à plusieurs, et la troisième chose, c'est que les gens le comprennent. Donc ces projets-là, c'est surtout l'hydrogène. On voit bien qu'aujourd'hui, j'entends vraiment tellement de choses sur l'hydrogène que tout est interprété dans tous les sens. Il y a donc urgence à pouvoir parler aux citoyens, et je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, aujourd'hui, c'en est une bonne, mais ce n'est pas la seule. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce qui était considéré jusqu'à présent comme des problèmes, c'est-à-dire des déchets, ça devient des ressources. Oui. Même, vous voyez des bois, des bois avec des traités avec des vernis, des choses dont on avait du mal à se débarrasser. Et qu'est-ce qu'on faisait? Qu'on enfouissait. La plupart du temps, ça devient des ressources aujourd'hui. Des bouts de dragage dont VNF ne sait pas quoi faire. Ça devient des ressources. Les bouts de stations d'épuration qu'on sait déjà traiter au travers de la méthanisation, mais où ça commence à devenir un problème à certains endroits, comme on l'a dit, parce qu'il en reste quand même pas mal après la méthanisation, et donc il faut les épandre. Et des bouts de stations d'épuration qui contiennent des polluants, donc ça va devenir de plus en plus compliqué de les épandre. La gazéification hydrothermale y répond totalement. Vous voyez, on a de plus en plus de technologies comme ça, et ce qu'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est les surfaces occupées au sol de ces technologies qui sont très raisonnables. Oui, par rapport à tout ce qui est produit. Vous parliez de le visiter, je pense que c'est effectivement, quand on le voit, on se dit, bon, oui, effectivement, c'est un machin comme ça, industriel, mais ça prend pas beaucoup de place. Donc, et puis il y a une dernière chose, et ça c'est très très important, c'est d'expliquer aux citoyens l'intérêt qu'il peut en retirer lui. Donc la boucle locale, donc le fait. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué quand on fait quelque chose du CO2 séquestré qu'on va envoyer à l'autre bout de la France. Éventuellement, c'est plus compliqué à expliquer que de dire, vous voyez vos déchets là qui polluent, qui sentent mauvais, etc., etc. Je vais les prendre, je vais les mettre dans une grosse marmite, il n'y a rien qui va repartir dans l'atmosphère, et au bout du compte, vous allez avoir du gaz renouvelable sur votre territoire. Là, on raconte une histoire, et là on intéresse le citoyen. C'est ce qu'on avait fait pour la méthanisation, hein, vous savez, avec les intrants et les digestats qui retournent au sol et qui font qu'on diminue l'engrais consommé. Enfin, voilà, ça fait partie de la chaîne d'acceptabilité qui, step by step, comme ça, fait que le citoyen, l'élu, comprend finalement cet intérêt. Après, il faut aussi, enfin on le voit bien dans nos débats comme ça de nos collectivités, il faut cesser de penser qu'il y a une solution miracle. Et moi, je me méfie de présenter une solution miracle qui gérerait tout. On aura toujours dans notre industrie des choses qui ne sont pas compatibles. Mais ce que vous venez de dire sur les déchets, qui sont des ressources, c'est tout à fait utilisable dans le programme Territoire d'industrie. On a au niveau national et Intercommunalité de France en est un fer de lance. Le programme Territoire d'industrie, je le dirige en Mayenne avec les industriels, et
toute la dimension éco-vertueuse de l'industrie qui est capable aujourd'hui d'utiliser une chaîne locale pour faire quelque chose qui va maintenir de l'industrie et de l'emploi, parce que c'est aussi le souci des élus dans les territoires, c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'il faudra qu'on travaille, c'est une piste de travail que je vous propose, mais sur les programmes territoires d'industrie, de façon à valoriser l'ensemble de la production énergétique française. C'est un vrai sujet qui a un lien direct avec l'industrie, mais qui a un lien direct aussi avec l'agriculture et avec les territoires. Avec plaisir. Bon, je crois qu'on arrive au bout de notre présentation. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ducommun. Merci, Monsieur Moremo, Monsieur Chagnolot. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir participé. Merci à vous, bien sûr, Monsieur le vice-président, Monsieur Tranchevent. Voilà, je crois qu'on a des pistes pour la suite. On a même des pistes pour des futurs webinaires sur l'acceptabilité. Donc, ce sera à travailler ensemble. Mais en tout cas, on a de quoi faire. Merci Mathieu, de votre juste pour dire présentation. que, Oui. effectivement, je vais en parler avec Jean Révraud, mais dites-nous pour ceux qui participent si ça vous intéresse. Mais je crois que les questions énergétiques arrivent avec une telle vitesse dans les territoires, avec une telle force, que ce soit sur la production électrique, que ce soit sur la production de gaz, qu'on a besoin de nouveau de faire des webinaires. Et je pense que, par exemple, je dis ça parce que la question du stockage électrique aujourd'hui, ça va à une vitesse de dingue. Les maires sont sollicités en permanence pour des petites structures de 20 mètres carrés, voire de 5 fois 20 mètres carrés, etc., avec des accords qui vont phagocyter l'ensemble des postes Enedis, et les maires sont perdus. Et ça peut tout à fait être intéressant comme tout à fait être nuisible. Donc on voit bien qu'on a vraiment besoin de faire des webinaires. Ils sont accessibles, hein, faut qu'on les remette bien sûr en ligne pour que les citoyens, et nous on les invite à regarder, ou on regarde ensemble de nouveau ce webinaire pour qu'on puisse s'acculturer. Voilà, on a vraiment beaucoup de sujets, et c'est pas parce qu'il y a une fin de mandature qu'il va falloir baisser la garde. Voilà. Oui, au contraire, on va préparer le nouveau mandat, donc il y a vraiment de quoi faire. Mais ouais, je note bien ce que vous dites. Je vous envoie aussi dans la conversation, je viens de le faire, mon contact, parce que du coup, je suis le conseiller énergie chez Intercommunalité de France. Donc, si vous avez besoin pour faire du partage d'informations, voilà, vous pouvez aussi passer par moi, ce sera avec plaisir. Et en attendant de vous proposer un nouveau cycle de webinaire, je vous remercie tous beaucoup et je vous dis à bientôt. À Toulouse alors. À Voilà. Toulouse, Merci beaucoup. exactement. À la semaine dans Merci à 2 tous. semaines. Oui, dans 2 semaines. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à Merci tous. beaucoup. Au Merci revoir. à tous. Au revoir. Au revoir. Semble avoir reconnu la voix.